Monsieur le Président, directeurs généraux, directeurs, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue, ainsi qu'à tous ceux et celles qui nous suivent à distance à l'occasion de cette 7e édition des rencontres scientifiques de la CMR. Cet événement désormais incontournable offre chaque année une plateforme précieuse pour favoriser les échanges entre les professionnels et les universitaires en réunissant les esprits brillants autour de thématiques partagées. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre présence et votre fidélité. Mes remerciements s'adressent également à nos intervenants de renom, professeurs, experts et praticiens qui ont accepté de partager leur savoir et leur expérience sur une thématique d'actualité que nous avons choisie pour cette édition, à savoir la data, source de création de valeur pour les institutions publiques. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le monde dans lequel nous évoluons est marqué par des mutations profondes et accélérées, où la donnée s'impose comme une ressource clé de la transformation. Une bonne gouvernance et une bonne valorisation de la data offrent aux organisations une opportunité sans précédent pour redéfinir non seulement leur stratégie et leur modèle de fonctionnement, mais également leur rapport avec les usagers et les partenaires et devenir ainsi plus agile et plus résiliente. En termes de stratégie et de modèle de fonctionnement, l'analyse de la data permet une meilleure identification des tendances et des opportunités, ce qui contribue à une prise plus factuelle des décisions. Elle peut contribuer également à l'optimisation des processus internes en mesurant et en ajustant les performances en temps réel, favorisant une plus grande réactivité face aux changements de situation. Enfin, l'innovation, devenue au cœur des stratégies, est stimulée par l'exploitation de nouvelles sources de données, ouvrant la voie à des modèles d'affaires disruptifs. En somme, la data est un levier stratégique essentiel pour rester compétitif et agile dans un environnement en constante évolution. S'agissant des rapports avec les usagers et les partenaires, la data joue un rôle déterminant dans l'amélioration des relations avec ses parties prenantes. Il est plus facile d'offrir des expériences personnalisées et augmenter ainsi la satisfaction et la fidélité en analysant les données de nos clients. Elle permet aussi de mieux comprendre les besoins et les attentes des partenaires, facilitant des collaborations efficaces et stratégiques, de même que le partage de données pertinentes renforce la confiance et la coopération entre les parties prenantes. Enfin, une organisation qui s'inscrit dans une démarche d'open data assoit incontestablement une relation de confiance avec les citoyens. Mesdames et messieurs, permettez-moi maintenant de manière concise de mettre en lumière la manière dont la CMR, en tant qu'institution publique, appréhende les enjeux et opportunités liées à la valorisation de la data. En tant qu'organisme de retraite, nous considérons que la donnée n'est pas uniquement un outil de pilotage et d'aide à la décision, mais constitue un levier stratégique pour l'atteinte de nos ambitions, notamment en matière d'excellence opérationnelle et d'amélioration continue des services destinés à nos usagers. À ce jour, nous administrons un vaste patrimoine de données portant sur plus de 2 millions d'affiliés et de bénéficiaires de pensions, englobant des informations en lien avec les droits des intéressés, ainsi que celles collectées à travers les différents canaux de la gestion de la relation client, tels que les systèmes de gestion de la relation client CRM, les outils de feedback, management, les analyses issues de notre veille active sur les réseaux sociaux, etc. Ces données structurées et non structurées aussi représentent un véritable trésor d'informations. En exploitant pleinement notre patrimoine de données, nous visons à établir une relation avec nos clients plus étroite et plus personnalisée et à adapter en continu nos produits et services pour répondre au mieux à leurs attentes. Nous souhaitons aussi renforcer notre relation avec nos partenaires en leur offrant des informations pertinentes et de qualité et en co-construisant des solutions innovantes.
Pour mieux réussir nos objectifs, nous avons d'abord commencé par évaluer notre niveau de maturité actuel en matière de données et avons défini notre niveau de maturité cible à atteindre. Ceci a permis d'établir une stratégie de gouvernance de la donnée autour de plusieurs axes qui structurent la chaîne de valeur data. Nous ambitionnons avec le développement de notre stratégie, accompagnée d'une démarche de promotion de la culture de la donnée, de faire de la CMR une véritable organisation data-driven. Conscient de la complexité d'une telle transformation, nous avons opté pour une mise en œuvre progressive de cette stratégie en privilégiant une approche par cas d'usage afin de faciliter et garantir une appropriation par tous les acteurs. Nous sommes également vigilants quant aux questions éthiques et juridiques auxquelles nous devons répondre avec rigueur et responsabilité. Il est important de s'assurer que les données sont utilisées dans le respect des droits des citoyens, en veillant à la sécurité et à la confidentialité dans une relation de confiance avec nos usagers. Dans ce sens, nous avons adhéré au programme DataTeka, mis en place par la CNDP pour la mise en conformité de nos processus de traitement de données à caractère personnel en interne et avec notre écosystème. Mesdames et messieurs, durant cette journée, nous aurons l'occasion d'approcher plusieurs dimensions de cette thématique avec des éclairages académiques et pratiques. Nous essayerons d'apporter des éléments de réponse à des interrogations majeures au sujet de la gouvernance et de la valorisation de la donnée. Comment une bonne gouvernance de la donnée peut-elle permettre d'élaborer et de déployer des stratégies performantes? Comment une bonne valorisation de la data peut contribuer à l'optimisation de nos investissements et renforcer nos capacités décisionnelles? De quelle manière la donnée peut nous aider à mieux comprendre les comportements des usagers, à anticiper leurs besoins et à personnaliser nos services? Comment exploiter efficacement la donnée pour maximiser l'impact des politiques publiques? Nous espérons que nos échanges permettront d'identifier des pistes concrètes pour tirer pleinement parti du potentiel de la data, tout en relevant les défis qu'elle soulève. Je souhaite conclure en réitérant mes remerciements à toutes les parties prenantes ayant contribué à la tenue de cet événement. Votre présence et votre participation active témoignent de l'importance que vous accordez à cette thématique. Je vous souhaite des débats riches, des échanges fructueux et une journée inspirante. Merci à toutes et à tous. Messieurs, bonjour. Je suis ravi d'être parmi vous et honoré de partager mon expertise dans le monde de la data. Alors, de par ma fonction de conseil auprès des investisseurs, et particulièrement les investisseurs institutionnels, vous imaginez bien qu'on est amené à traiter énormément des data pour réaliser des études en général très utiles pour élaborer des stratégies, mettre en place des dispositifs de gestion des risques, optimiser les investissements. Et donc mon travail de tous les jours passe par l'analyse de la data, par l'exploitation de la data, de manière à rendre la prise de décision rationnelle et optimale. Alors, le sujet aujourd'hui est un sujet purement data, pas un sujet d'investissement, mais on a voulu mettre une capsule sur l'investissement et montrer que sans la data, il y a énormément de choses qui ne peuvent pas être menées au sein des institutions, notamment au sein des investisseurs. Et donc, l'idée que j'avais, c'était de vous donner quelques exemples de domaines dans lesquels on utilise de l'analyse de la data, particulièrement pour démarrer. Vous savez, tout ce qui est anticipation et planification se base sur l'analyse de la data. Donc, dans le monde de l'investissement, la data est un combustible fort et important. Sans la data, on ne peut absolument rien mettre en place. Planifier nos interventions sur les marchés financiers nécessite de l'analyse de la data. Concevoir des politiques d'investissement nécessite de l'analyse des contextes de la data et du marché. Planifier les évolutions des marchés financiers dans lesquels on est amené à évoluer nécessite également une manipulation et un traitement de la data qui est fort important pour pouvoir prendre des décisions raisonnables. Mais pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet de ce qu'on fait en termes de processus d'investissement, et de manière un peu plus générale, on est plutôt sur une logique de gestion des risques. Donc, si vous vous mettez dans un processus
de gestion des risques pour un investisseur quelconque et particulièrement un investisseur institutionnel, c'est foncé, bien continu, qui exploite de la data à tous les niveaux. Alors, je vais schématiser ça de manière assez simple. Chaque investisseur, dans un premier temps, doit identifier ses objectifs, pourquoi il veut investir, qu'est-ce qu'il s'attend à recevoir comme rentabilité sur les marchés financiers, quels sont ses objectifs de liquidité, en adéquation avec l'ADN de l'investisseur. Tout ce qui peut être fait par la suite ne peut pas être adapté aux objectifs de l'investisseur. Deuxième étape qui est fondamentale pour un investisseur, c'est d'identifier les risques qu'il va être amené à prendre. Vous imaginez bien, j'essaie un peu de faire le parallèle entre le monde de l'investissement et l'importance que relève l'analyse de la data dans ces opérations. Deuxième étape fondamentale, c'est d'identifier tous les risques qu'on sera amené à prendre, de voir, de sentir, de mesurer, de l'apprécier. On a besoin d'analyser une data que ce risque va pouvoir capter pour pouvoir le quantifier, le prévoir, etc. Une troisième étape importante, une fois qu'on a mesuré cette data, c'est qu'on doit être capable de mettre en place des stratégies pour couvrir cette data et ainsi optimiser les stratégies qu'on doit mettre en place. Et à ce niveau-là aussi, quand on fait d'études, on est amené à analyser des scénarios d'évolution basés sur de la data, sur un ensemble de risques. Et à chaque niveau du processus de prise de décision, l'analyse de la data est fondamentale. Et puis bien évidemment, une fois que vous mettez en place vos stratégies, vous êtes dans l'obligation de les suivre et de les reporter. Là encore une fois, pour suivre une stratégie, vous avez besoin d'analyser les résultats que vous allez produire, la data qui va être produite, et c'est votre comportement, vos réalisations, vos résultats, et ainsi de suite. Le troisième exemple que j'ai envie de donner par rapport au sujet qui m'a été confié, qui est l'optimisation de l'investissement à partir de l'analyse de la data, c'est le sujet, le cœur du sujet, c'est comment optimiser une stratégie financière. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc, n'importe quel investisseur, lorsqu'il va être confronté à des marchés financiers, doit d'abord identifier, encore une fois, le pourquoi du comment. Quel est son appétence du risque, quels sont ses objectifs, quelles sont les contraintes qu'il doit absolument honorer. À cette multitude de données qu'il doit absolument manipuler en amont de sa stratégie d'investissement, l'investisseur va être amené à se projeter dans le futur et donc à analyser une data de marché financier. Imaginez un investisseur demain qui intervient dans le monde entier, dans tous les secteurs d'activité, pour toutes les classes d'actifs. Vous allez comprendre que le gisement de data qu'il doit analyser est exorbitant. Donc plus l'investisseur se diversifie, plus la data est volumineuse et plus les analyses en amont doivent être très importantes. Et donc, on ne peut pas mettre en place une stratégie d'investissement optimale sans une analyse de data efficace et surtout exacte. Ce qui va m'amener pour finir mon intervention sur le sujet qui est la QDD, la qualité des données. Donc c'est très bien de faire des analyses, c'est très bien de faire parler la data, c'est bien d'optimiser l'investissement sur la data, mais si la qualité de vos données n'est pas optimale, il y a de fortes chances que votre prise de décision ne le soit pas non plus. Voilà, ça c'était le troisième exemple que j'avais envie de donner. Et puis en tête sur les analyses prédictives, les prises de décision basées sur de la data, sur des modèles statistiques. Ça, nous les actuaires, les statisticiens, on a l'habitude un peu de manipuler tout ça. Et puis on sait qu'il y a des règles, il faut que la data soit suffisante, soit exhaustive, soit pertinente, de manière à ce qu'on puisse mettre en place des modèles prédictifs assez perspicaces et qui nous rapprochent un peu de l'attendu qui peut se passer demain. Donc ça, c'était sur la démonstration du rôle très étroit entre l'optimisation des investissements, la gestion financière en général et l'analyse de la data qu'il y a autour. J'ai envie également de m'attarder, c'est sur les sources de la data. Donc en tant qu'investisseur, vous allez devoir exploiter un gisement de data très important. Alors ce qui nous vient à l'esprit, c'est la data financière. Parce que là, ça paraît assez classique. Peut-être que les autres intervenants vont parler des sujets un peu plus nouveaux, mais en tout cas, quand on est dans la partie financière, on comprend que faire de l'investissement, c'est forcément exploiter de la data. Quand vous êtes gérant de portefeuille, vous avez des cours de l'activité, des taux d'intérêt, vous avez des données économiques que vous devez exploiter, l'inflation, le taux de chômage, tous ces éléments-là vont nourrir l'analyse en amont de l'investissement pour que les prises de décision soient éclairées, soient optimisées.
cette donnée-là, il faut la prendre à une dimension un peu internationale, parce que, encore une fois, cette donnée va devenir démultipliée en fonction des classes d'actifs sur lesquelles vous allez intervenir, forcément, qu'un gérant qui travaille sur une zone géographique beaucoup plus large et qui va intervenir sur de l'immobilier, du private equity, de la dette publique ou de la dette privée, et ainsi de suite. Chaque classe d'actifs nécessite une data qui lui est propre et qui lui est spécifique, avec des analyses particulières. Et puis, il y a aussi de la data, on l'oublie très souvent, qui ne provient pas forcément du portefeuille d'investissement. Je prends l'exemple des caisses de retraite. On est invité par la CNR pour parler de ce sujet. Une caisse de retraite qui investit de l'argent sur le marché financier a des objectifs qui sont étroitement liés à ses activités. Parce qu'elle doit placer l'argent sur des durées qui sont comparables à celles que ses propres engagements vont lui imposer. Donc on doit d'abord analyser le portefeuille du passif qui est sous-jacent. Nous, quand on va mener une étude pour optimiser l'investissement d'un investisseur institutionnel, comme une caisse de retraite ou une compagnie d'assurance, la première étape qu'on doit faire, c'est analyser le portefeuille des clients. Ces clients pour lesquels on est en train de placer l'argent, il ne faut pas l'oublier, on ne le place pas pour son propre compte, mais on le place pour honorer les engagements qu'on porte envers nos affiliés, nos pensionnés, nos assurés, nos clients, et ainsi de suite. Ces clients, on doit essayer de comprendre leur comportement. Quand est-ce qu'ils vont un jour se manifester pour réclamer leur argent? Ça veut dire ce jour-là, ils vont m'obliger à aller sur les marchés, à désinvestir pour que je puisse leur payer l'engagement sur la prestation sur laquelle je me suis engagé. Et donc, en amont de tout processus d'investissement, on a besoin d'analyser très souvent des gisements de population avec des caractéristiques spécifiques et d'essayer d'identifier ce qu'on appelle leur loi de comportement. Comment nos clients demain, pour qui je suis en train d'investir cet argent, quand est-ce qu'ils vont me le réclamer, de manière à ce que je puisse une liquidité à ces clients, une rentabilité et une sécurité d'investissement. Et donc vous voyez, quand on est investisseur et particulièrement institutionnel sur les marchés financiers, l'univers de la data est primordial sur toutes les prises de décision. Si vos analyses ne sont pas efficientes, vos prises de décision seront forcément à côté de la réalité. C'est fondamental. C'est au-delà de vos modèles que vous allez mettre en place, de votre expertise mathématique, de tout ce que vous voulez, la data est vraiment le combustible principal de votre prise de décision. Donc, je ne sais pas si vous arrivez un peu à suivre un peu le sujet, mais en tout cas, quelle que soit sa nature, que vous soyez face à un investisseur privé ou un investisseur institutionnel, va nécessiter en amont une analyse de la data pendant le processus de prise de décision, une analyse de la data, ne serait-ce que pour optimiser l'investissement. Lorsque vous allez par exemple sur les marchés financiers, et vous allez faire du stock picking, acheter une valeur et vendre une autre, vous allez forcément analyser pourquoi cette valeur vous voulez l'acheter et pourquoi celle-là vous voulez la vendre. C'est de l'analyse de la data. Lorsque vous allez réaliser votre gestion sur une période donnée, vous allez vous retourner en arrière, analyser le comportement de votre propre portefeuille par rapport aux marchés sur lesquels vous évoluez, de manière à comprendre vos résultats, vos points forts, vos points faibles, pour pouvoir corriger vos prises de décision. Et donc la data vous accompagne jusqu'au bout du processus. Et puis surtout, elle est continuelle. Ça ne s'arrête jamais. Parce que le processus que je viens de décrire, vous allez le recommencer l'année prochaine. Parce que l'année d'après, vous allez encore réanalyser les marchés. Entre-temps, les marchés ont évolué, la data a bougé. Il va falloir encore l'analyser parce que les tendances peuvent s'inverser ou peuvent se modifier. Votre population de clientèle a changé. Il y a des gens qui sont sortis, d'autres qui sont rentrés. Vos objectifs changent avec le temps. Et donc votre analyse de data vous accompagne tout au long du processus de gestion des risques, d'optimisation des stratégies d'investissement. Voilà. Donc ça, c'était le cœur de mon intervention. Les données constituent un atout essentiel permettant aux entreprises de s'adapter au changement du marché. S'ils ne le font pas, ça sera très difficile de survivre dans les marchés comme ils sont pour l'instant. Et aussi de comprendre efficacement les besoins de nos clients. De plus en plus qu'on sait, de plus en plus des données qu'on sait, mettre ensemble autour d'un client, un 361 comme on dit, de plus qu'on sait qu'il a besoin, et de plus on peut adapter en fait nos services vis-à-vis du client. Les avantages, ils sont déjà dit, mais les avantages, on a énormément amélioration de la prise de la décision. Si on n'a plus, besoin, de barrier feeling, comme on dit en anglais, si on peut vraiment 100%
se mettre sur les idées qui viennent de toutes les analyses, nous sommes sûrs que les choix qui nous feront faire vont être beaucoup plus éclairés et plus stables. L'efficacité opérationnelle, et ça c'est quelque chose que je tiens très fort parce que j'installe aussi le système de CRM et le système de Space Management, mais on peut réduire les coûts et optimiser la gestion des ressources pour avoir de meilleures performances. Automatiser en fait le processus est une des choses qui est le plus important et le plus facile à faire en utilisant Data Analytics. On a déjà parlé de ça, mais en fait l'expérience du client, on peut l'améliorer. Plus qu'on sait, on peut les côtés qu'on peut connaître un client, de plus en plus on peut adapter nos services pour avoir un service qui est beaucoup mieux pour lui. Si on peut combiner aussi les différents services, par exemple le housing, pension funds, par exemple le chômage, tout ça, si on a un but total, on sait beaucoup plus faire un job qui est beaucoup plus pour lui. Exemple d'institutions axées sur les données de réussite. Lituanie, c'est déjà, Estonia, c'est déjà dit, la Belgique et le Brésil aussi. En Brésil, ils ont fait une étude énorme au DataPref, où ils étaient capables de réagir énormément vite dans un processus de Covid, où c'est directement où les secteurs les plus endommagés, où les personnes les plus impactées par le Covid étaient capables de donner immédiatement de l'argent, de l'aide, de règlements et des trucs comme ça. Bon, identifier les objets les buts de l'institution. Ce qui doit être clair, c'est qu'on doit avoir des objectifs business qui sont clairs. On doit savoir comme business qu'est-ce qu'on veut dériver de toutes ces analyses qu'on a. Et on doit les lier aussi à les indicateurs de performance, les KPI. Les KPI doivent s'aligner sur notre objectif de business pour être capable de mesurer l'efficacement du succès et la performance. Quelques exemples qu'on peut avoir, c'est d'augmenter la fidélisation des clients. Si on dit au board, ok, voilà, on veut avoir 15% d'augmentation de la fidélisation des clients, on peut le prouver en utilisant un data analytics. Je crois qu'il va parler de ça plus tard. On peut aussi réduire les coûts opérationnels, ça peut être aussi un objectif business. On peut réduire en fait les coûts opérationnels de 10% pour améliorer les marges bénéficiaires et l'efficacité. On doit s'assurer que tous ces objectifs sont SMART, en anglais specific, measurable, achievable, relevant and time-bound. En français, mesurable, spécifique, réalisable, pertinent et limité dans le temps. Parce qu'en utilisant un time slot préféré, on peut très facilement prouver que certaines actions étaient pas réalisables, sont relevantes et acceptables. Construire une culture axée sur les données. On ne peut pas arriver à installer une nouvelle culture sans en fait, l'engagement de la direction. Donc, sans le support de direction, sans le support du board, du C-level, c'est énormément difficile d'avoir. Donc une communication claire doit être donnée à tous les employeurs dans un institut que le but c'est de devenir 100% data-driven. Ça veut aussi dire que la direction elle-même doit utiliser les dashboards et les autres moyens, les autres moyens de BI pour prouver qu'ils utilisent eux-mêmes en fait des décisions basées sur l'analyse. On doit aussi avoir un programme de formation et d'éducation pour les employés. Installer une culture, c'est aussi apprendre à des gens qu'il y a des nouvelles choses qui vont apparaître dans leur mode de chaque jour. On doit être un processus qu'ils utilisent depuis longtemps parce que ça va changer. Donc on a besoin d'un change management qui est vraiment basé sur un programme de formation. Apprendre pourquoi les données sont là. On va avoir des données qui sont correctes en utilisant les règles qui viennent du data governance aussi. Pas seulement ça, mais aussi reprendre un petit peu de peur qui peut, c'est très actuel pour l'instant, faire le job. À côté de nouveaux processus qui vont arriver à I, pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui pensent waouh, c'est un big job changer, je vais faire mon job. Là, on doit parler de ça. Et ça, on peut parler en fait de programme d'éducation où en même temps on informe, en même temps on communique et en même temps on fait un changement très douce.
Il faut aussi encourager la prise de décision basée sur les données à tous les niveaux. Data analytics, on doit le faire sur tous les niveaux. Chaque personne qui fait partie d'un processus de décision doit supporter en fait la moyenne qu'on peut faire avec les moyens les méthodes d'analyse qu'il a, d'enseignement qu'il a eu pris dans les entraînements. Et la dernière partie, c'est aussi qu'on doit célébrer les réussites et apprendre des échecs. C'est un journey, c'est un learning journey, comme on dit. Ça veut dire qu'on apprend chaque jour. Et on va aussi utiliser les revers comme des opportunités de croissance. Comment un processus de prise de décision basé sur les données? D'abord, on va collecter tous les données. Et ce n'est pas quelque chose qui est très facile parce qu'on a un shattered landscape, comme on dit. Les données sont un peu partout, entre les différents services, dans les différents systèmes IT, dans les différents silos. Donc, on doit sélectionner les données qu'on a besoin de faire une bonne analyse. Deuxièmement, c'est la data governance. On n'est pas souvent sûr que la qualité des données est à un niveau qu'on peut utiliser. Donc, on doit nettoyer, organiser les données pour l'analyse afin d'assurer l'exactitude et la fiabilité des étapes subséquentes. C'est quelque chose qui est énormément important. On a déjà dit bullshit in, bullshit out. Si tes données ne sont pas correctes, ben, la décision qui va être basée sur cette analyse ne va pas être correcte non plus. Et ça peut avoir un impact énorme. Je me rappelle en Australie, par exemple, il y a RoboDebt, c'est un programme par la Social Security Services en Australie. Il y avait une erreur dans le système. Et automatiquement, on a commencé à demander en fait, de redonner les fonds qui étaient donnés à certains gens. Ça crée un crise énorme, parce que bon, il y a des gens qui avaient le droit total d'avoir cette aide, mais c'est le système, computer says no, qui doit redonner. Ça a donné un crise énorme, et même le Premier ministre a vu son député son truc. Étape 3, c'est l'analyse des données elles-mêmes. Ça, c'est quelque chose où on doit vraiment choisir l'application qu'on va utiliser. Peut-être qu'on doit créer un modèle. Ce n'est pas créer le modèle, on doit aussi le tester avec des données d'entraînement. Après l'entraînement, on doit vraiment vérifier avec un user acceptance test si les résultats sont corrects. Si tout ça c'est en ordre, on peut vraiment commencer à donner les data qu'on peut utiliser pour la réalité et on peut dériver une décision. Step 4 ou étape 4, c'est mise en œuvre de la décision. Si on fait seulement des analyses pour faire des analyses, on va arriver nulle part. Si on veut vraiment investir dans une culture de data-driven environment, ça veut dire qu'on doit aussi prendre la responsabilité d'utiliser ce qui vient de cette analyse. La dernière étape, c'est comme une horloge en fait, c'est l'évaluation et la rétroaction. Ça veut dire qu'à chaque fois, à la fin d'une période d'analyse, on va voir qu'est-ce qui a marché bien, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut encore adapter, et on va recommencer de zéro. C'est un never-ending learning story. On va apprendre tout le temps, et ça, c'est aussi la beauté de travailler dans un data-driven environment. L'importance des cultures des données. D'abord, on va favoriser une culture des données, parce que c'est essentiel pour toutes les organisations. On ne sait pas vivre sans un data analytics dans les années qui viennent. On va créer une culture des données qui met l'accent sur la valeur des données dans la prise de décision. On doit encourager tous les membres de l'équipe à s'appuyer sur les informations sur les données. On ne prend plus une décision qui est basée sur valley feeling, that kind of stuff. Les organisations dotées de force de culture sont 4 fois plus susceptibles de surpasser leurs pairs. Et ce qui est énormément important aussi, c'est une culture de confiance. On doit avoir la confiance dans nos data, dans nos gens, dans nos processus, dans nos analyses et les résultats qui viennent de ça. Si on n'a pas de confiance dans un système pareil, ben, ça sera très difficile d'avoir la confiance de nos clients. Donc c'est vraiment un système de confiance où tout le monde va travailler ensemble pour créer en fait une culture de confiance. Les principales caractéristiques d'une organisation avec access to your data, l'accessibilité des données. Chaque employé à son niveau
doit avoir accès à les données qu'il a besoin pour faire son job, avec les droits qu'il a et avec naturellement aussi la connaissance des données qu'il va carrer là-dedans. Ça, c'est la littératie des données. Le personnel est formé pour interpréter et analyser efficacement les données. Troisième step, c'est la gouvernance des données. On doit mettre des policiers en place pour gérer la qualité et la sécurité des données dans le life cycle du data. Et ça, c'est quelque chose qui est énormément difficile. Okay? On doit vraiment avoir un chief data officer en place qui va créer aussi une culture de data gouvernance, qui va délivrer, laissons dire, des data catalogues, qui veut dire c'est quoi le data, qu'est-ce que ça veut dire. Tout le monde a la même idée d'un data qu'un dataset. Là aussi, les méthodes de nettoyage et aussi, laissons dire, les méthodes qu'on doit éliminer de la data. Donc, la littératie des données, c'est lié très fort à la gouvernance des données. Et naturellement, à nouveau, je vais répéter encore quelques fois, le leadership support. On a besoin de ces levels qui vont dire, voilà, on va 100% utiliser les données pour mettre nos décisions. Qu'est-ce que sont les défis? D'abord, on a déjà la résistance au changement. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas sous-estimer. Le changement de faire son boulot à manière chaque jour, c'est pour tous les gens quelque chose qui sait se poser dessus. C'est une sorte de rocher sur laquelle il sait tenir en fait leur boulot. Les employés peuvent hésiter à adopter des nouveaux flux de travail basés sur les données parce qu'ils n'ont pas la compétence, ils n'ont pas la connaissance et ils ont peur de faire par exemple leur boulot. Donc on a besoin d'un change management programme. On a aussi des silos de données et problèmes de qualité. Les silos de données entre les différents systèmes ICT, mais aussi entre les différents départements, par exemple, ou même entre les personnes. Et les problèmes de qualité, on a des données inexactes ou incomplètes, peuvent aussi les résultats. Ça, c'est bien clair, c'est déjà bien dit. Ce qui entraîne une mauvaise prise de décision. Lack of skills. Et ça, c'est énormément difficile. Mais il y a des gens qui me demandent, mais si on entraîne tous ces gens avec toutes ces qualités-là, on ne peut pas les garder. Et la question, c'est plutôt si on les garde et on ne les entraîne pas, est-ce que ça, c'est pas un problème qui est beaucoup plus gros? Donc, on doit vraiment entraîner nos employés pour utiliser d'une manière effective la data analyse pour data decision. Et naturellement, il y a toutes les régulations qui aussi commencent à exister. Le GDPR en Europe, par exemple, il y a la NIS2, donc il y a de plus en plus le gouvernement qui est en train de protéger, par exemple, la vie privée et les données privées. Ça, là aussi, la difficulté en les processus, si on veut, par exemple, analyser des données avec des données privées dedans, ça veut dire qu'on doit changer ces données qui sont plus impeccables comme des données privées. Solution pour surmonter les défis de la culture donnée. D'abord, un programme de gestion du change management. Faciliter les transitions en douceur, avec beaucoup de communication, avec beaucoup d'explications et avec beaucoup de faits qu'on va dire. Deuxièmement, les systèmes de données intégrés. On va éliminer les silos grâce à la plateforme données centralisées. Think Data Warehouse, Think Cloud, pense dans cette direction-là. Et aussi améliorer la coopération et l'accès à toutes ces données. Le développement des compétences, naturellement, ça va ensemble avec la gestion du change management, on a besoin de ça. Un cadre de gouvernance robuste avec toutes les règles, comment on peut, laissons dire, protéger nos données, comment on peut les nettoyer, comment on peut les ordrer, des trucs comme ça. Et naturellement, le cyber security risk. Cyber security pour du data analytics, c'est énormément important. Nous sommes tous connectés par Internet, mais bon, il y a aussi, laissons dire, les hackers qui sont très intéressés, surtout dans les institutions, dans les data qu'on collecte. Donc, on va opter pour le Zero Trust. Et le Zero Trust, c'est quoi en fait? C'est la manière qu'on dit, voilà, nous sommes sûrs qu'il y a déjà quelqu'un qui est rentré dans notre système. Et on doit se comporter comme il y a quelqu'un qui est rentré dans ce système. Ça veut dire, par exemple, le principe des moindres privilèges. Ce n'est pas parce que je suis le seul chef de département que je dois avoir accès à tout le data. Non, à mon niveau, je dois avoir les minimum privilèges pour faire mon boulot et pas plus.
Limiter les expositions des données. Ça, on peut le faire avec des firewalls, ça, on peut le faire avec des racks, ça, on peut le faire avec des endpoint securities. Mais il faut vraiment avoir un système technique pour rendre difficile pour un hacker pour aller dans ton système. Le pire, c'est que quand tu ne le sais pas, s'il y a quelqu'un qui change les données, quelqu'un qui élimine les données, ben à cet instant-là, les décisions et les modèles que tu utilises, ben ils ont plus de valeur parce qu'il y a quelqu'un qui a changé en fait le playing field. Ça, il faut toujours contrôler. On doit avoir un système qui va dans la log base, qui va voir si on a eu une attaque, des signes, qui peut voir il y a des choses qui sont bizarres dans la log file. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé d'avoir un accès sur un système qui n'avait pas le droit dessus? Ça sont les choses qui sont importantes. Sans un bon cybersecurity risk, d'avoir des bonnes dates, c'est un défi. On doit vraiment protéger nos data comme un armée va protéger son pays. Le rôle de leadership, ben, c'est normal que le rôle central de leadership est essentiel pour nourrir et cultiver ce culture qu'on a besoin pour avoir une bonne data. On doit prioriser les initiatives en matière de données. Ça veut dire qu'on doit vraiment investir dans le programme de l'investissement qu'on va faire dans des dossiers ou des projets d'analyse. La communication des importances, communiquer et rester communiquer. Il faut tout le temps le faire. Il faut, laissons dire, engager des gens. Il faut les mettre dans le bateau, il faut parler avec eux. On doit avoir une communication verticale et horizontale avec tout le monde qui est, laissons dire, involved dans le decision-making process. Définir des attentes claires. Ça, c'est encore le plus difficile. Il y a des gens qui maintenant sont en train de jouer avec ChatGPT. Mais créer un prompt, c'est une des choses qui est le plus difficile. Créer la bonne demande qui est claire pour tout le monde, que tout le monde sait exactement ce que le board veut, c'est quelque chose qui est énormément difficile. Et communiquer en plus avec tous les gens à leur niveau, c'est encore quelque chose qui est encore beaucoup plus difficile. Donc, on doit être capable de définir des attentes claires, mais on doit être aussi capable de communiquer clair. L'affectation des ressources, ben, si on n'a pas les gens qui travaillent dans ces projets-là, ben, ils vont être difficiles à réaliser. Et on a aussi les reconnaissances de réalisation. Ben, il faut de temps en temps vérifier qu'on a fait quelque chose de bien. On parle de la culture, c'est vérifier aussi les moments qui sont bien. L'importance de la gouvernance de données dans les organisations modernes. Une gouvernance de données efficace est cruciale pour les organisations. On ne sait plus vivre avec. Si on n'a pas un CDO, si on n'a pas des rules, si on n'a pas des règles pour traiter nos données, ça va être très difficile d'avoir des données qui sont à un niveau acceptable pour utiliser dans un data analytics environment. On va permettre d'assurer la conformité avec la régulation en matière de données. Surtout en Europe pour l'instant, on a toutes ces régulations qui sont là, il y a des amendes énormes dessus. Donc, on doit être certain que nous sommes en ligne avec toute cette réglementation. Naturellement, on doit baser toutes nos décisions sur les données et on doit aussi réduire les risques de fraude. Ça, c'est énormément important. S'il n'y a pas de personne extérieure, intérieure qui va essayer de changer les dates, changer les données pour commettre du fraude, on a besoin de ça parce que si on n'a pas ça, ben, on ne va pas maintenir la confiance des parties prenantes et des clients. Les composants clés de ce cadre sont d'abord le data stewardship. Pourquoi le data stewardship? Ben, on a aussi le data ops, on a le CDO, mais les data stewards sont les gens dans le field qui vont, laissons dire, make sure que les rules qu'on a définis dans le data governance sont appris sur les données dans le field. On a besoin de data policies qui a accès à quoi, combien de temps on va collecter un certain données, dans quel état ou dans quel field on peut faire ça. Et on doit aussi faire du data quality management et de data lifecycle management. Data quality, ça c'est normal. On doit avoir un programme d'optimaliser toutes les données qu'on utilise. Data lifecycle management, c'est que dès le moment qu'on va commencer à collecter des données jusqu'à la fin, on doit faire une maintenance dessus.
Garantir la qualité et l'intégrité des données, des données de haute qualité sont essentielles pour obtenir des informations fiables. Pour ça, on va mettre en place des contrôles de validation des données et des procédures de nettoyage. On doit faire aussi des audits régulières et des politiques de gouvernance des données préservant l'intégrité. Et nous sommes quand même dans un monde de data analyse. On va utiliser un tableau de bord qui va nous dire comment notre qualité des données poursuivies de l'exécutif est, laissons-dire, reached ou pas. Mise en œuvre de mesures de sécurité des données, ce qu'on fait certainement dans les institutions gouvernementales, ces données ils sont énormément importantes. Ce sont les données de nos citoyens, il faut les protéger. Donc la nature cruciale de ces données, pour nous aussi, on va les protéger comme un corps. On va mise en œuvre des mesures de sécurité. Ça peut être le cryptage, ça peut être des contrôles d'accès, comme le système d'IR, ça peut être des audits réguliers, mais on doit avoir un système de contrôle en place. L'importance de la continuité réglementaire, que j'ai déjà dit, si tu ne veux pas en œuvre avec les réglementations en Europe, on va payer des amendes qui sont pas minimales. Mais tout ça, c'est en fait du risk management. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit lister tous les risques qui sont liés à nos données. Et on doit, ça veut dire mettre en valeur sur ces risques-là et on doit les prioriser. Comme ça, on va avoir une liste avec des risques prioritisés et on doit trouver une manière de les résoudre. À cet instant-là, ça veut dire que si on a tout fait ça, on peut recommencer à zéro parce que chaque fois, chaque année, chaque mois, il y a de nouveaux risques qui vont apparaître. Donc ça, on doit mettre en contrôle. Risk management, ça peut hand in hand together with data governance et with data security. La rôle de technologie, c'est central, c'est énorme. Si on n'a pas les clouds, si on n'a pas les block storage, si on n'a pas les différents systèmes de CMS, si on n'a pas l'artificial intelligence, tout ça, ça va être très difficile de faire une bonne analyse. Aussi, on a aussi des données qui viennent des réseaux sociaux. C'est des analyses de big data, ça veut dire volume, the large volumes, and the velocity, it changes quickly, and the volume, what was it again? Velocity and dirty after that. Voilà. Et naturellement, il y a l'intelligence artificielle qui est aussi là, parce que ça sont des algorithmes qui vont nous pleurer, donner à faire des trucs énormes dans le futur. On sait même pour l'instant pas où ça va donner dans quelques années, mais nous sommes sûrs que dans le monde de data analyse, l'IA va être son livre. Quelles sont les technologies au service d'une culture des données? Les entrepôts de données, block storages, cloud, plateforme de business intelligence, des modèles d'apprentissage automatique, neural networking, on va discuter de ça plus tard, et naturellement aussi le logiciel de collaboration. C'est très important qu'on crée en fait une structure pour collaborer et aussi des outils de collaboration. Des trucs comme Copilot, qui est intégré maintenant dans Office 365, est un très bon exemple en fait d'un logiciel de collaboration qui, ensemble avec le Power BI, avec le Power Apps, peut changer en fait de culture d'utilisation à une manière très accessible pour une institution. Les tendances futures, j'ai déjà dit, IA et automatisation. Deuxièmement, data democratization, ça veut dire qu'on peut donner des accès le plus ouvert possible, open data. It fosters an environment que tout le monde a à son niveau son accès à la data qu'il a besoin de faire son boulot. Collaborative Analytics, j'ai déjà parlé d'un Copilot qui est intégré maintenant dans Office 365 et dans les Power BI qui peut nous donner une manière plus facile pour travailler ensemble au niveau de l'analyse des données. Et naturellement aussi les utilisations éthiques des données. Ça veut dire que la vie pour l'instant, c'est un peu le Wild West. C'est très difficile et très dangereux d'utiliser. J'ai vu des amis, on dit des collègues, qui font un upload par un système comme ChatGPT de toutes les sondages de la stratégie de la département de la justice. Je pense que ce n'est pas trop intelligent de le faire. Donc à ce niveau-là, il faut faire l'éthique des données. C'est aussi quelque chose qui va être appris aux gens qui travaillent dans votre institut, dans votre société. Ce n'est pas seulement avoir la connaissance technique, c'est aussi connaître les dangers qui sont en
dans la pratique d'utiliser l'artificial intelligence. Ici, il y a quelques tableaux, Power BI, Google Analytics et les différentes méthodes qu'on peut les utiliser. Un tableau, c'est surtout connu pour tout ce qui est visualisation, Power BI, détection des anomalies, les processus de privilégiation. Ensemble avec R, ça peut déjà faire predictive analytics. Donc, ça sont quelques exemples. L'intégration de l'apprentissage automatique dans l'IA, améliorer la capacité d'analyse prédictive. Je pense que ça c'est bien clair, ça facilite. On n'a plus besoin, on va toujours avoir besoin de data scientists, mais on va le mettre maintenant aussi à un niveau où on peut, plus de gens, un temps qui est limité, avec un budget qui est limité, ça veut dire qu'on peut avoir un KPI au niveau de performance de l'entreprise. Je vais terminer avec quelques exemples de problèmes d'aide sociale. Donc, qui est là, par exemple, des données qui sont sur le revenu des ménages, identifier des ménages à faible revenu. Comme ça, on peut avoir, avec une bonne analyse dessus, une réduction significative de la pauvreté. Données géospatiales, de cartographie des zones à forte pauvreté, Ça a été utilisé, par exemple, en Brésil. Comme ça, ils ont mis une cartographie totale de leur ville le plus grand. Ils ont mis des zones où il y a de la pauvreté énorme. Et c'est utilisé naturellement dans le cas de Covid pour avoir un digital cash transfer vers ces personnes qui ont besoin de cet argent. Donc, une assistance beaucoup plus ciblée. Données démographiques, se concentrer sur l'âge, le sexe et le statut de handicap, là pour l'élaboration des politiques éclairées, des politiques éclairées. Ici, on peut créer des systèmes, des modèles où on peut tester les politiques qui sont écrites pour être, successful dans 5-10 ans. Mais on peut maintenant, avec toutes les données qu'on a, on peut créer des modèles qui peuvent tester en fait ces politiques en avance. Et comme ça, on ne fait pas des investissements qui ne sont pas, pour l'instant, on expecte que ça sera successful, mais qui apparaît à faire peut-être successful. Voilà. Je vais me terminer ici. Merci beaucoup.